Bien le bonjour, suite de notre cours d'introduction à la chimie quantique. Au dernier épisode, nous avions commencé à traiter nos premiers diagrammes, des petites molécules toutes simples, type H2+, deux noyaux, un électron. Nous avions vu que la fonction d'onde de l'état fondamental correspondait en fait à une fonction d'onde qui englobait les deux noyaux. Elles étaient là où la fonction d'onde était la plus intense autour des noyaux, mais il y avait une fonction d'onde non nulle au milieu, donc de la densité électronique. Cet état, nous l'avons appelé état liant. Et nous l'avions écrit comme la somme, finalement, ou la combinaison linéaire d'une orbitale 1s plus une orbitale 1s. Et le premier état excité, lui, avait une fonction d'onde nulle au milieu, et on l'avait écrit comme la soustraction, c'est-à-dire dans la combinaison linéaire, nous avions la version moins, plus et moins, et au milieu, ça s'annule. Et là, en fait, une fonction d'onde nulle veut dire une densité nulle. Si la densité est nulle, en fait, les électrons sont chassés à l'extérieur et cela provoque la séparation des noyaux. Cette fonction d'onde, si on y met des électrons, aura tendance à pousser les noyaux loin de l'autre. On parle donc d'un état antiliant. Puis nous avions traité le système avec deux noyaux différents, c'est-à-dire que ici on reste sur l'hydrogène, là nous avions traité l'hélium, deux protons dedans, donc plus attracteurs, et en fait nous avions remarqué que la fonction d'onde de l'état fondamental était plus du côté gauche, du côté hélium que hydrogène, ce qui veut dire que dans la combinaison linéaire ici, la 1s de l'hélium était plus grosse, avec un plus gros poids que la 1s de l'hydrogène, mais à l'inverse, dans l'état antiliant, il y avait plus d'hydrogène que d'hélium. Quelque part, ça se contrebalançait sur l'ensemble des combinaisons linéaires. Nous en étions restés là, et finalement, nous étions arrivés jusqu'au bout de ce que pouvait faire la mécanique classique, la mécanique quantique à un seul électron, et nous allions utiliser tout ce que nous venons d'apprendre pour traiter des systèmes à plusieurs électrons. Donc là, on rentre dans le dernier chapitre en fait du cours, les systèmes à plusieurs électrons. On va passer en mode diapo et on va donc pouvoir travailler le chapitre 4, système chimique à plusieurs électrons. C'est un gros chapitre, d'accord? Il va encore nous prendre un certain nombre de vidéos. Nous allons commencer dans le thème du jour à traiter les molécules ayant plusieurs électrons. Comment faire? Car, je vous le rappelle, les électrons sont des charges négatives et deux charges négatives se repoussent. Nous allons avoir six sous-chapitres dans ce chapitre-là. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au problème à n électrons. À partir de là, nous allons après pouvoir travailler sur les règles de construction des diagrammes d'orbital moléculaire en combinaison linéaire d'orbital atomique pour ce genre de système. Nous allons faire une vidéo sur l'hybridation ou pas des orbitales atomiques, travailler une série de systèmes diatomiques, c'est-à-dire avec deux noyaux, puis faire un aparté sur comment travaille la machine, comment les calculs fonctionnent en machine, ce qui nous amènera à présenter la méthode des variations, ce qui est un point intéressant en termes de méthodologie scientifique pour aborder les problèmes complexes. Et finalement, nous allons travailler des systèmes à plus que deux noyaux. Le problème à n corps. Donc, si on considère donc cette fois-ci un système de manière générale, il y a n électrons et m noyaux. Nous allons avoir dans l'hamiltonien une partie cinétique qui correspond à l'énergie cinétique ou l'opérateur cinétique pour chacun des n électrons. Donc on va avoir une somme de I partant de 1 à n, et ça c'est sur tous les électrons. Et la même chose, cette fois-ci de K à M, pour chacun des noyaux. Alors on sait que ce terme-là, dans l'approximation de Born-Oppenheimer, sera considéré comme nul et négligeable par rapport au premier terme, à la première série de termes. Puis dans la partie d'interaction potentielle, V, nous allons avoir une double somme.
nous allons avoir pour chaque électron qui va ressentir chaque noyau une interaction entre cet électron et le noyau qui aura un numéro atomique Z. Donc là ici nous aurons une attraction électron-noyau. Si par exemple nous avons 2 noyaux et 4 électrons, chacun des 4 électrons va ressentir les 2 noyaux. Nous aurons donc 8 termes d'attraction électron-noyau. Puis, de la répulsion électron-électron. Donc cette fois-ci, vous avez vu, ici nous avons moins parce que le potentiel, la charge du noyau c'est plus ZE, multiplié par moins E pour la charge de l'électron, et nous avons un terme en négatif qui sera d'attraction. Alors que entre deux électrons, on aura moins E fois moins E, ce qui veut dire plus E carré. Donc ce sera une répulsion entre chaque électron. Et donc chaque électron I va ressentir les autres électrons. Pour éviter le double comptage dans la double somme, nous considérons par exemple J supérieur à I, c'est-à-dire que si I c'est l'électron 1, là on va commencer à compter à partir de l'électron 2. Et si I ici est l'électron 3, nous n'allons pas recompter ici l'électron 1 et 2 parce qu'ils ont déjà été comptés la première fois, en commençant ici par 1. D'accord ? Donc ici, on évite de compter 2 fois les interactions entre chaque électron. Mais ce qui peut faire un sacré nombre d'interactions. Et nous avons la même chose entre 2 noyaux. C'est-à-dire entre le noyau K et L, nous aurons une répulsion noyau-noyau, qui dépendra de la distance entre les noyaux. Dans l'approximation de Born-Oppenheimer, les positions des noyaux sont fixes, donc ici, ce n'est pas une variable, c'est une donnée connue, donc tout ce terme-là est connu, c'est une constante. Dans cette équation, nous avons l'énergie cinétique qui dépend de l'électron, de la présence d'un électron, enfin de la position d'un électron. Nous avons ici l'attraction électron-noyau, comme les noyaux sont fixes, seul l'électron est mobile, donc dans ces termes-là, les seules variables, c'est la position de l'électron. Et à chaque fois, il n'y a qu'un seul électron, puisque nous faisons une somme de un électron avec les différents noyaux. Par contre, ici, dans le terme RIJ, la répulsion entre les électrons dépend des positions des 2 électrons à chaque instant. Et cela veut dire que les électrons, leurs positions sont corrélées. Elles dépendent les uns des autres. Elles dépendent les unes des autres. C'est ce que l'on appelle le problème à n-corps ou n-corps corrélé. Et mathématiquement, ce problème n'a pas de solution analytique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exactement le résoudre. C'est ce que voulait dire Dirac quand il a dit que nous avons écrit une physique que l'on sait fonctionnelle, c'est-à-dire on sait qu'elle marche, on sait qu'elle représente ce qui se passe à cette échelle de la matière. Par contre, mathématiquement, on arrive à une impossibilité de résolution mathématique. Et c'est pas il nous manque des maths, etc. C'est que ce n'est pas possible à résoudre de façon propre. Il y a des méthodes approchées. Il y a des méthodes approchées qui sont de plus en plus sophistiquées et qui donnent de très bons résultats. D'accord ? Mais en tout cas, on ne peut pas le faire directement avec une pure analyse mathématique. Pour vous représenter un petit peu la difficulté de cet exercice, je vous donnerai un petit exercice à la prochaine épisode, je vous expliquerai un petit peu un petit exercice de communication théâtrale, on va dire. Donc là ici, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un système polyélectronique, il y a un terme que l'on ne peut pas résoudre dans l'équation de Schrödinger, c'est le terme de corrélation électronique, la répulsion électronique, car elles dépendent, ces termes-là dépendent des coordonnées des électrons à chaque instant. Ah. Et comment on va faire alors ? À la dernière vidéo, nous avions vu que considérer les fonctions d'onde moléculaires comme des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques était une bonne approximation. Ça nous donne des fonctions mathématiques en 3 dimensions
qui décrivent des interactions liantes, antiliantes, et nous verrons d'ailleurs aussi des fois non liantes. On sait que ces fonctions d'onde passées au carré nous permettent de représenter la densité électronique qui entoure toute la molécule, qui est assez dense près des noyaux, et quand il y a de la densité électronique entre les noyaux, ça nous permet de décrire les liaisons chimiques. Ok, mais je mets combien d'électrons dans une orbitale moléculaire? Jusque-là, nous n'avions pas discuté de cette question. Alors bien sûr, cette problématique, en fait, s'est révélée quand nous avons commencé à discuter ou observer certains phénomènes expérimentaux inexpliqués. Parmi les différentes expériences qui mettent en avant le spin, je vous ai sélectionné une qui est très connue, celle de la double raie du sodium. Alors ici, en 2016, un professeur à Cambridge avait préparé donc un montage avec une flamme. Cette flamme brûle et ici nous avons en fait de l'eau salée. Donc ici, dans cette tige-là, il y a de l'eau salée, ce qui veut dire que là, il y a du sodium et du chlore qui sont en train de brûler. D'accord? Et à partir de là, la flamme prend une couleur particulière. Nous avons ici des atomes de chlore à l'état excité et de sodium à l'état excité qui émettent une couleur un peu particulière. D'ailleurs, c'est une couleur assez connue. Par exemple, nous, là, près d'Angers, on a un tunnel à Avrier avec un jaune caractéristique. Ce sont des lampes à sodium. Ou les vieilles voitures, bien avant les LED, nous avions en fait des phares avec des couleurs un peu assez chaudes, assez particulières. Et en fait, ça, ce sont des lampes à sodium. Et donc là, ce jaune très particulier, si je zoome dessus, ou en tout cas c'est ce que le professeur a fait, il va regarder dans la fenêtre des longueurs d'onde qui correspondent au jaune les couleurs émises. Et il ne s'agit pas d'une bande, mais de jaune assez particulier. Et en fait, il y a deux traits. Donc ici, dans l'écran, est projetée la partie d'émission du jaune. Et le zoom ici en haut, là, vous montre qu'il y a deux traits, deux raies d'émission. C'est-à-dire que le sodium, à l'état excité, émet des photons qui n'ont pas une énergie, mais il y a des photons, en fait, il y a deux types de photons avec deux énergies différentes. D'accord? Un photon ne peut pas avoir deux énergies. On va dire que, en fait, quand il se désexcite, le sodium, soit c'est l'arrêt de gauche, soit c'est l'arrêt de droite. Elles sont de façon... elles ont été mesurées précisément à 589 nanomètres et 589,6 nanomètres. C'est-à-dire quand même qu'elles sont très proches. Visuellement, on ne voit pas deux couleurs distinctes. Hein. En fait, il n'y a pas de problème là. Sauf que quand on résout l'équation de Schrödinger, nous, on ne prévoit pas deux types de niveaux. On n'en voit qu'un seul. Entre cet état excité là, en fait, cet orbital là et l'orbital fondamental, il n'y a qu'une seule orbitale. Et donc, il y a un seul saut et on attend donc qu'une seule énergie. D'où vient ce problème? Au début des années du XXe siècle, à l'époque où d'ailleurs se construit la mécanique quantique, vu que Schrödinger a proposé les premiers états quantifiés du modèle généralisé de l'atome, et en même temps il y avait aussi le modèle de Bohr déjà où il y avait une réflexion entre les niveaux qui dépendent de n et peut-être un nombre quantique L et M, Stern et Gerlach, ils ne travaillaient pas forcément en même temps d'ailleurs, hein, ils se leurs articles, ils travaillent sur le même type de dispositif et ils ont profité chacun des découvertes de l'autre. Et on leur attribue en fait donc le nom de cette expérience. Mais donc Stern et Gerlach ont travaillé sur un dispositif où on envoie une particule, donc un système de canon à particules, historiquement des atomes d'argent neutres, non chargés, qui passent donc sous forme un peu de canon à particules dans un aimant. Et un aimant inhomogène, on va dire.
c'est-à-dire avec le champ magnétique qui part dans des directions qui ne sont pas isotropes, on va dire. Mais ce que l'on attend, c'est si la particule a un moment cinétique propre, il va réagir différemment au pôle nord et au pôle sud. S'il n'a pas du tout de moment cinétique propre, il va taper, ici c'est la tâche numéro 4, dans toutes les possibilités de ce segment-là. Mais s'il a un moment cinétique propre particulier, il y aura des particules qui vont aller vers le haut et d'autres vers le bas. En fait, on présente souvent cette expérience pour l'électron, mais historiquement, ce n'est pas l'électron. On imagine que cette expérience, si elle est faite avec des électrons, nous permet de voir que les électrons vont se disposer en haut et en bas. Et ça voudrait dire qu'ils ont un moment cinétique propre. Théoriquement, c'est une hypothèse que Pauli va émettre pour expliquer certaines parties, certaines expériences et certaines données. Il va dire l'électron doit avoir un moment cinétique propre. À cette époque-là, on n'a pas encore la version généralisée, c'est-à-dire que l'électron n'est pas n'est pas encore décrit par des fonctions d'onde, donc il a toujours un côté particulier. Et en fait, ce côté particulier, cette particule, il va être assez facile de lui proposer cette idée que l'électron particule tourne autour de lui-même comme une toupie, d'où le mot spinning, d'accord, et spin. Et en fonction du sens de rotation, il va créer en fait un moment cinétique propre qui sera orienté vers le haut ou vers le bas. Et ce moment cinétique en fait va réagir avec le champ magnétique et en fonction de l'attraction nord-sud ou sud-nord, il va donc taper vers le haut ou vers le bas. Ça marche si on considère que l'électron, il va à la vitesse de la lumière. Or, les électrons ne vont pas exactement à la vitesse de la lumière, donc il devrait avoir un moment cinétique qui varie en fonction de la vitesse, et ce n'est pas le cas. Donc, si vous avez déjà entendu que le spin de l'électron, c'est l'électron qui tourne autour de lui-même, c'est pas tout à fait exact. C'est bien un moment cinétique, c'est lié à un mouvement. Mais imaginez que c'est uniquement le côté corpusculaire qui tourne sur lui-même, c'est faux. Le spin n'existe pas en mécanique quantique. Il a été trouvé quand Dirac a introduit la relativité. Donc je vous ai raconté l'équation de Dirac, qui en fait introduit des effets relativistes dans l'équation de Schrödinger. Et à ce moment-là, il arrive un nouveau nombre quantique, le spin, et il y découle aussi de l'antimatière, etc. Et donc, ce que l'on sait, c'est que le spin, c'est un effet relativiste, ou en tout cas, il a une origine qui s'explique notamment par des effets relativistes. Il ne faut pas forcément imaginer que l'électron est une particule qui tourne autour de lui-même, cette vision est exagérée. Par contre, c'est lié au mouvement de l'électron. Et si l'on imagine une onde, ça marche aussi. Le plus simple, c'est de considérer qu'il s'agit d'un moment cinétique propre, avec une flèche, et que donc l'électron a un pôle nord et un pôle sud tout le temps. Et que ce pôle nord et ce pôle sud, il a toujours la même intensité, quelle que soit la vitesse de l'électron. Ou en tout cas, voilà, c'est pas rigoureusement à la vitesse de la lumière que le spin est égal à 1,5, ce que l'on va voir. Pour noter le spin, on va utiliser la lettre S pour spin. Ce qui est un problème parce que nous avions vu que S était aussi utilisé pour dénoter l'intégrale de recouvrement entre les fonctions. Et voilà, c'est une lettre que l'on retrouve un poil trop souvent. Voici une animation de la partie tout est quantique.
je vérifiais le son parce que la dernière fois que je vous ai mis cette vidéo, le son était à fond et on m'entendait pas. Donc là ici, c'est l'expérience de Cerné-Gerlach qui est illustrée entre un aimant classique et un spin. Donc là, la première expérience, on considère donc un aimant nord-sud. Le nord est attiré par le sud est attiré par le nord. Et en fonction de l'orientation au démarrage, il va être plus ou moins attiré. Donc si on met le nord en haut, il va aller en haut, sinon en bas. Et en fonction de la disposition, on peut se retrouver dans toutes les positions possibles, puisque s'il était perpendiculaire, il ne serait pas attiré. On pourrait donc se dire, tiens, en fonction de la rotation de l'électron, où est-ce qu'il va, ça pourrait changer. Et en réalité, non. La densité électronique fait que c'est une propriété qui est totalement intrinsèque, et dès qu'il passe dans un champ magnétique, il va s'orienter directement en fonction du champ, et soit il va aller attiré par le pôle nord, soit attiré par le pôle sud, et on n'aura que deux positions possibles. Bien. Donc là, nous sommes obligés de rajouter un nombre quantique. C'est pour ça que à la diapo précédente, c'était marqué ad hoc, c'est-à-dire que ce n'était pas prévu par la théorie. On est obligé de le rajouter en plus parce qu'on sait qu'a priori, il existe. La valeur proposée est plus ou moins h bar sur 2. On va faire une analogie avec le moment angulaire L, puisqu'on sait que c'est un moment angulaire, c'est un moment cinétique. Et donc, sur la partie des moments angulaires, nous avons l'opérateur L carré, de valeur propre L, L plus 1, h bar carré. Et donc là, pour S au carré, c'est-à-dire en gros, c'est la magnitude totale du spin au carré, ce sera 1 demi de 1 demi plus 1, h carré. D'où le spin 1 demi. Et alpha voudra dire la flèche vers le haut, bêta la flèche vers le bas. Et pour les moments angulaires, nous avons la magnitude totale au carré du vecteur, ou alors nous avons la projection sur l'axe Z. Donc c'est ce qui se passe ici, sur le diagramme qui est ici représenté en bas à gauche. Le spin est un vecteur, il bouge, d'accord, il est dans un sens, mais grosso modo ce que l'on sait, c'est que, donc là ici, cette précession là ici, on reverra ça plus tard dans une vidéo sur la RMN, donc pas dans cette série là, mais sur une série d'analyses spectroscopiques, et en fait on appelle ça la précession de Larmor. La composante X et Y peuvent varier. Ce que l'on sait, c'est que projeté sur l'axe Z, qui va être par exemple l'axe de l'aimantation, ça peut être le champ magnétique terrestre, ou une expérience dans Cerné-Gerlach qui est l'aimantation nord-sud du champ extérieur que l'on impose, eh bien, soit il sera vers le haut, soit il sera vers le bas, et sa projection sur l'axe Z sera de 1,5 ou de moins 1,5. Et c'est cette valeur-là, SZ, qui est égal à 1,5 fois alpha, c'est-à-dire vers le haut, ou 1,5 fois bêta, vers le bas. Donc plus ou moins 1,5 sur Z. Ainsi, la fonction d'onde totale doit prendre en compte les positions Rθ phi, c'est ce qu'on appelle la partie spatiale, d'accord, phi de Rθ phi, et une partie de spin, que l'on va noter alpha pour la flèche vers le haut, ou bêta pour la flèche vers le bas. Et normalement une coordonnée de spin, que l'on note sigma, mais qui n'existe pas en mécanique classique, et souvent en fait on la sous-entend. C'est-à-dire qu'on va écrire phi de Rθ phi fois alpha, ou fois bêta. Ces fonctions de spin sont orthonormées. C'est-à-dire que si je multiplie la fonction alpha par alpha, ça me donne 1, et je l'intègre dans l'espace, pardon. Donc en gros, bêta au carré intégré dans l'espace, c'est 1, alors que alpha fois bêta, ou bêta fois alpha, l'intégré dans l'espace, c'est 0. C'est-à-dire qu'elles sont orthogonales entre elles.
Dans l'univers, nous allons décrire deux types de particules. Les particules qui ont des spins demi-entiers, que l'on appelle des fermions, dont les électrons, et ces fermions-là ne se supportent pas. Les fermions se repoussent à très courte distance. Donc les électrons, effectivement, se repoussent à très courte distance, et Pauli est arrivé à proposer un principe d'exclusion qui dit que dans une molécule, si j'échange deux électrons, on ne verra rien sur la densité. C'est-à-dire que si j'échange deux électrons, si je prends l'électron 1 et je le mets à la place du 3 et le 3 à la place du 1, la densité électronique, elle, n'a pas changé. Mais la fonction d'onde a changé de signe. Les électrons sont indiscernables. On n'arrive pas à savoir, dans une densité électronique, expérimentalement, qu'est-ce qui est dû à l'électron 1 de l'électron 3. Donc ça, c'est la forme générale de l'écriture du principe d'exclusion de Pauli. Et la conséquence pratique dans le cours, là, c'est que quand on considère ce principe-là, il ne peut pas y avoir deux électrons dans un atome ou une molécule qui aient exactement les 4 mêmes nombres quantiques. C'est-à-dire que si je prends une orbitale 1s, donc n est égal à 1, l est égal à 0, ml est égal à 0, donc les 3 premiers nombres quantiques sont égaux. Mais ms, qui est la valeur du spin selon z, peut être plus 1,5 ou moins 1,5. Ce qui se passe, c'est que je peux donc mettre deux électrons dans une orbitale moléculaire, mais ils ne peuvent pas avoir le même spin. Ils doivent être de spin opposés. C'est-à-dire que quand je vais tracer mon orbitale, je vais mettre une flèche vers le haut et une flèche vers le bas. Ah, bon, d'accord. Alors, nous allons rajouter les travaux et la proposition de Friedrich Hund, donc qui travaillait à Göttingen avec Born, et il a travaillé sur un cas particulier. On sait que les électrons sont à l'état fondamental le plus bas en énergie possible. Il n'y a aucune raison que dans la nature, des électrons restent à un état excité alors qu'ils pourraient être plus stables s'ils ne sont pas, par exemple, actuellement, s'ils ne se font pas exciter par un rayonnement. C'est-à-dire que donc, à l'état fondamental, eh ben, les électrons sont le plus bas possible en énergie. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'état le plus bas en énergie est dégénéré? C'est-à-dire quand on a des niveaux qui ont la même énergie. Là, ici, par exemple, je vous ai montré à droite un exemple avec deux orbitales qui sont pi-étoiles. Je reviendrai là-dessus, mais en gros, on a deux orbitales moléculaires. Et ces deux orbitales moléculaires ont rigoureusement la même énergie. Ça peut être deux orbitales p dans un atome, etc. Ou les trois orbitales p dans un atome. Mais si je n'ai que deux électrons à remplir dedans, qu'est-ce que je fais? Là, il y a 4 places, puisque je sais que je peux mettre alpha, bêta, alpha, bêta. Donc il y a la place pour 4 électrons, et j'en ai que 2 à mettre. C'est justement à ce moment-là que, en travaillant sur ce genre de système, Hund est arrivé à une méthodologie de remplissage. L'état le plus stable en énergie, c'est celui qui a la plus grande valeur de spin totale. C'est-à-dire qu'on va commencer par mettre une flèche vers le haut et une flèche vers le haut. On va mettre donc plus 1,5, ça fait un spin total de plus 1. Et ça me fait une multiplicité de spins, avec donc le S qui est égal à 1. 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. On va parler d'un triplet. Et donc ici, quand on a deux électrons comme ça, célibataires, on va mettre des spins vers le haut. Alors au passage, on pourrait très bien mettre des spins vers le bas. C'est juste que par convention, on va commencer par le spin vers le haut. Et ça nous donne en fait un état que l'on dit triplé. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que surtout, quand on a donc des électrons célibataires, ou un certain nombre d'électrons à remplir dans des niveaux, on commence par mettre toutes les flèches vers le haut,
puis on remplit les différentes couches s'ils sont dégénérés. Si par exemple le niveau rouge était plus bas que le niveau bleu, eh ben les deux électrons seraient dans le niveau rouge. Point. Dans les règles de remplissage de Hund, en fait, il y a deux autres niveaux. Si jamais nous avons plusieurs possibilités qui aboutissent au même spin total, dans ce cas-là, on met les électrons dans les valeurs les plus grandes de L. Et il faudrait donc connaître les valeurs de L dans les niveaux, et c'est une information que l'on n'aura pas forcément. Et si jamais d'ailleurs, à partir de là, il y avait plusieurs remplissages possibles, on devrait prendre en compte le couplage entre le spin et l'orbite, c'est-à-dire que le moment angulaire d'espace et le moment angulaire d'interaction cinétique propre de l'électron, le spin, se couplent, et en fait on va définir un nouveau moment cinétique qui est la somme vectorielle des deux, qui s'appelle J. Et c'est là où en fait on a des règles de remplissage qui dépendent si la couche est à demi remplie ou plus. En pratique, nous, dans le cours là, on n'utilisera que la toute première. Et d'ailleurs, c'est tellement celle qui s'utilise que souvent on dit la règle de remplissage de Hund. Le fait que les électrons célibataires ne se mettent pas forcément toujours dans la même case fait que nous pouvons donc avoir dans certains systèmes des spins non nuls, total, et c'est là que vient le magnétisme. Toutes les propriétés magnétiques que je vous avais dit qui dépendent des électrons, les aimants, d'accord, ça dépend des interactions entre spins. Et c'est une série de spins électroniques qui vont fournir cette propriété-là. Un des premiers composés étudiés dans pour ce genre de problématique-là, c'est l'acétate de cuivre. Donc ici, en gros, le noyau, il n'est pas aussi gros. C'est pas vrai. Mais c'était juste pour montrer. Donc en bleu, nous avons deux atomes de cuivre et ils sont liés par ce qu'on appelle des ponts acétates. Donc là, ici, on a de l'oxygène, du carbone, de l'hydrogène. Et là, ici, on a des molécules d'eau qui complètent la sphère de coordination des cuivres. Chacun des cuivres a un électron célibataire. Mais, contrairement à Hund, où dans Hund, en fait, les niveaux sont dégénérés, mais il n'y a pas d'interaction entre ces niveaux, là, ici, entre ce niveau-là, cet orbital avec l'électron célibataire et cet orbital avec l'électron célibataire, il va y avoir une interaction à travers les ponts. Et dans ce cas-là, en fait, on peut avoir un couplage opposé. Ce qu'on va dire, en fait, un couplage antiferromagnétique. Mais ce couplage-là est faible. Et en fonction de la température, on peut le faire varier. C'est-à-dire que si je chauffe, ces deux spins vont pouvoir partir dans des directions différentes, voire indépendantes. Donc ici, les spins ici sont corrélés. C'est-à-dire que leurs positions respectives sont interdépendantes. Quand ils décident, par exemple, de se mettre en antiferro, c'est-à-dire en opposé ou aligné, ce serait le ferromagnétique, cela crée un champ magnétique interne et celui-ci peut résister au champ extérieur. C'est ce qu'on appelle la propriété d'aimantation. Ainsi, si vous avez plein de spins qui sont tous dans la même direction, ça va créer un fort champ magnétique. Et si on le met à côté d'un autre aimant, il peut y avoir des oppositions. Eh bien, si un aimant est plus fort que l'autre, il pourrait forcer le champ magnétique d'un des deux à se modifier, à donc réorganiser les orientations des spins. C'est ce qu'on en appelle donc des aimantations. Si le champ résiste très peu au champ extérieur, en fait, on ne va pas parler d'un aimant, mais on va parler d'un composé paramagnétique. Par exemple, la limaille de fer s'aligne facilement sur le champ magnétique extérieur et c'est pas lui-même un aimant. Et ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la résistance de cette interaction antiferro ou ferro, en fait, la résistance de l'alignement des spins respectifs par rapport à la température, c'est ce qu'on appelle l'expérience de susceptibilité magnétique. Et la première personne qui a fait ces expériences-là, de mesure, c'est Pierre Curie.
Et donc il a défini cette expérience-là, et il aurait probablement d'ailleurs obtenu peut-être un prix Nobel là-dessus, mais il a rencontré une Polonaise qui voulait travailler sur autre chose, et il s'est dit tiens, je vais faire ce que tu fais, parce que en fait il était tombé amoureux, et de toute façon, grand bien leur a pris. Et ils ont donc travaillé après sur les systèmes radioactifs. Et donc elle est devenue après Marie Curie, double prix Nobel. Revenons à nos moutons. En termes de propriétés magnétiques, nous allons définir deux types de composés. Des composés où le spin total est zéro, c'est-à-dire qu'à chaque flèche vers le haut correspond une flèche vers le bas dans la même orbitale. Donc en fait, il n'y a pas d'électrons célibataires. On va dire que cette espèce est diamagnétique. Quand il y a des électrons célibataires, on parle de paramagnétisme. C'est une espèce paramagnétique. Et dans les espèces paramagnétiques, il peut y avoir des couplages où les flèches s'alignent dans le même sens, on va dire ferromagnétiques. Elles s'opposent, elles sont anti-ferro, et elles peuvent s'opposer mais de ne pas être de la même taille. C'est-à-dire qu'en fait, il pourrait y avoir un spin 3,5 qui s'oppose à un spin 1,5. Le spin 1,5 ne compense pas totalement le spin 3,5, donc on a l'impression au final qu'il y a bien comme une flèche qui pointe dans une seule direction. On va parler de système ferrimagnétique. Alors on a mis au XXe siècle un temps certain avant de bien comprendre toute cette physique-là. Dans les propriétés de tous les jours, le paramagnétisme, vous pouvez le voir donc avec l'expérience de la feuille d'or, vous pouvez le voir dans les boussoles, d'accord, hein, vous avez donc une espèce paramagnétique qui s'aligne facilement, c'est un aimant en fait, qui s'aligne facilement au champ magnétique extérieur. Comme il est mobile, mais il peut s'orienter facilement. Mais dans la partie diamagnétique, il y a des expériences assez sympas. Le train qui lévite, d'accord, hein, c'est en fait une espèce diamagnétique va s'opposer à l'orientation à un champ. Elle n'est pas attirée par le champ opposé, elle est opposée à n'importe quel champ. Et en fait, c'est mis en avant sur, par exemple, ici vous avez des feuilles de carbone. Eh bien, c'est une espèce donc diamagnétique. Tous les électrons sont doublement occupés, mais ils ont une forte résistance justement à une déformation due à un champ magnétique extérieur, ce qui fait que posés sur un aimant, donc là ce sont des aimants très très forts, des aimants de néodyme, eh ben, posés sur ce genre d'aimant, ils vont refuser de s'aligner et ça va même compenser la gravité. Et donc ils peuvent léviter sur des aimants. Vous pouvez voir d'ailleurs sur internet des expériences où on a mis une grenouille dans de l'eau, et l'eau étant diamagnétique, en fait on l'a fait léviter. Donc on a une grenouille qui lévite dans de l'eau. Dans les systèmes paramagnétiques, dans les années 90, on a même fabriqué des molécules. Donc là ici les boules ce sont ici donc des métaux de transition, d'accord, fer, manganèse, il peut y avoir différentes méthodes, et puis maintenant récemment c'est plutôt des lanthanides, mais donc ce sont des espèces paramagnétiques avec des électrons célibataires, ils sont en interaction les unes avec les autres à travers par exemple de ponts oxygène, il peut y avoir des couplages ferro ou antiferro, qui à la fin fait que la molécule a un spin non nul. Et cette molécule peut résister à un champ magnétique extérieur et donc peut être considérée comme un aimant. Et donc c'est l'étape ultime de miniaturisation des aimants, ce qu'on appelle les aimants moléculaires, unimoléculaires. Et le seul problème, c'est que leur température qui résiste, on va dire, à des déformations extérieures est souvent très très basse, de quelques Kelvin. Donc là actuellement, ce ne serait de vrais aimants que s'ils étaient dans l'espace à très basse température. Voilà, nous avons fini pour la vidéo du jour. Maintenant, nous sommes armés pour pouvoir commencer à fabriquer
des diagrammes d'orbitales moléculaires. Et ce sera donc l'objectif de la prochaine vidéo. Nous avons donc des systèmes de diagrammes avec des orbitales moléculaires qui sont des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques. Et maintenant, nous savons que nous pouvons mettre jusqu'à 2 électrons de spin opposés par orbital moléculaire, sauf dans les cas dégénérés, où on va commencer par mettre des flèches vers le haut, et si jamais il y a des électrons célibataires, on sera donc en présence d'une espèce paramagnétique, et d'ailleurs on aura donc des expériences qui nous permettront de vérifier ce caractère paramagnétique. On reviendra sur cette expérience-là par exemple pour l'oxygène, O2. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre des commentaires et des critiques positives ou négatives, mais comment améliorer cette série-là, ou alors vous abonner pour être au courant des prochaines diffusions. À bientôt!